Bonjour à tous les esprits curieux. Qu'est-ce que le taux de natalité? Le taux de natalité, ou taux brut de natalité, est un indicateur démographique fondamental. Il mesure le nombre de naissances vivantes enregistrées chaque année pour 1000 habitants dans une population donnée. Cette statistique, en apparence simple, cache en réalité des dynamiques sociales, économiques et culturelles complexes qui façonnent l'avenir de nos sociétés. Par exemple, si un pays compte 1 million d'habitants et enregistre 12 000 naissances en une année, son taux de natalité sera de 12 pour 1000. Mais derrière ce chiffre se cachent des réalités très différentes selon les régions du monde, les politiques publiques et les choix individuels. Le taux de natalité est souvent considéré comme le moteur démographique d'un pays. Lorsque ce moteur tourne rapidement, la population croît, entraînant une jeunesse nombreuse, une main-d'œuvre abondante et une dynamique sociale vibrante. C'est ce qu'on a observé lors du baby-boom d'après-guerre, ou encore dans de nombreux pays en développement aujourd'hui. Mais lorsque le taux de natalité ralentit, la population vieillit et finit par diminuer. Les écoles ferment, les villages se vident, et la société doit s'adapter à une nouvelle réalité, celle d'une population en contraction. Pendant des décennies, la peur dominante était celle de la surpopulation. Des penseurs comme Thomas Malthus, puis des institutions internationales, ont alerté sur les risques d'une croissance démographique incontrôlée. Pénurie de ressources, pression sur l'environnement, urbanisation galopante. Pourtant, depuis les années 1970, une nouvelle tendance s'est installée, la baisse progressive et généralisée du taux de natalité à l'échelle mondiale. Selon les données des Nations Unies, le taux de fécondité mondiale est passé de 5 enfants par femme en 1950 à moins de 2,5 aujourd'hui, et continue de diminuer. Cette évolution a des conséquences profondes sur nos économies, nos familles et la structure même de la société. Les sociétés vieillissent, la proportion de personnes âgées augmente et la solidarité intergénérationnelle devient un enjeu central. Lorsque le taux de natalité tombe en dessous du seuil de renouvellement, environ 2,1 enfants par femme, chaque génération devient plus petite que la précédente. Cela signifie que, sans immigration, la population totale finit par décliner, ce qui pose des défis inédits pour la croissance économique et la cohésion sociale. De nombreux pays développés, comme le Japon, l'Italie ou l'Allemagne, ont franchi ce seuil il y a plusieurs décennies. Le Japon, par exemple, voit sa population diminuer depuis 2010, avec des conséquences majeures sur le marché du travail, le système de retraite et l'organisation des villes. Aujourd'hui, cette tendance s'étend à des régions autrefois épargnées, comme l'Amérique latine, l'Asie de l'Est et même certains pays d'Afrique. Pourquoi ce phénomène est-il si important? Moins de jeunes signifie moins de travailleurs pour soutenir l'économie, moins de contribuables pour financer les services publics et moins d'innovateurs pour porter le progrès. En parallèle, le nombre de personnes âgées augmente, créant une pression croissante sur les systèmes de santé, les retraites et les solidarités familiales. Certains pays, comme la Corée du Sud, voient déjà plus de décès que de naissances chaque année. Ce paradoxe s'explique en partie par nos victoires sociales. L'espérance de vie s'allonge, les soins de santé s'améliorent et l'autonomisation des femmes, accès à l'éducation, au travail et au contrôle de la fécondité transforment profondément les choix de vie. Mais ces succès apportent aussi de nouveaux défis. Comment concilier la liberté individuelle, le droit de choisir sa vie, sa carrière, sa famille, avec le besoin collectif de renouvellement démographique? Les politiques natalistes, les incitations financières ou les campagnes de sensibilisation sont-elles efficaces? Cette vidéo explorera en profondeur les causes et les conséquences de la baisse des taux de natalité. Nous analyserons les pressions économiques, coût du logement, précarité de l'emploi, difficulté à concilier vie professionnelle et familiale, mais aussi l'évolution des valeurs, des aspirations et des modèles familiaux. Nous essaierons de comprendre comment ce phénomène se vit au quotidien
et quelles solutions sont envisagées ou expérimentées à travers le monde. Car l'avenir se construit jour après jour dans les décisions discrètes prises dans les foyers du monde entier. Avoir un enfant, en avoir deux, ou pas du tout. Ces choix individuels, mis bout à bout, dessinent la trajectoire démographique de nos sociétés. Comprendre ce changement, dans toute sa complexité, est la première étape pour relever les défis à venir. Cela implique de dépasser les idées reçues, d'analyser les causes profondes et d'imaginer des réponses adaptées à chaque contexte. L'histoire du taux de natalité est, en réalité, l'histoire de notre avenir collectif. Un avenir qui se joue, dès aujourd'hui, dans les choix, les espoirs et les défis de chacun d'entre nous. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo. Même si vous n'avez pas grand-chose à dire, écrivez simplement « savoir » en commentaire pour soutenir la chaîne. Merci à tous, et passons maintenant au vif du sujet. La carte mondiale de la fertilité révèle un paysage d'extrême et de transition rapide. D'un côté, certaines régions maintiennent des taux de natalité élevés, tandis que d'autres connaissent une chute spectaculaire, bouleversant les équilibres démographiques établis depuis des générations. L'Afrique subsaharienne reste la région la plus jeune du monde, avec des taux de natalité dépassant souvent 5 enfants par femme. Au Niger, par exemple, la famille nombreuse est la norme, soutenue par des traditions culturelles, un accès limité à la contraception et une forte valeur accordée à la descendance. En Somalie, malgré les défis économiques et politiques, la fécondité demeure élevée, alimentée par des structures familiales étendues et un besoin perçu de soutien intergénérationnel. À l'opposé, l'Asie de l'Est et l'Europe font face à une situation inédite. Des taux de fécondité historiquement bas, souvent bien en dessous du seuil de renouvellement de 2,1 enfants par femme. Au Japon, la population vieillit rapidement, et les écoles ferment, faute d'élèves. En Allemagne ou en Italie, la pyramide des âges s'inverse, posant des défis majeurs pour les systèmes de retraite et de santé. La Corée du Sud détient désormais le record mondial du taux de fécondité le plus bas, tombant sous la barre de 0,8 enfants par femme. Malgré des politiques incitatives, comme des aides financières à la naissance et des campagnes de sensibilisation, les jeunes générations hésitent à fonder une famille, invoquant le coût de la vie, la pression professionnelle et le manque de soutien social. Le Japon, Taïwan et une grande partie de l'Europe suivent la même trajectoire. Dans ces sociétés, la proportion de personnes âgées explose, tandis que la main-d'œuvre se réduit, menaçant la croissance économique et la viabilité des systèmes sociaux. Les gouvernements expérimentent des solutions, de l'immigration à l'automatisation, mais l'inversion de la tendance reste difficile. Même les États-Unis et l'Amérique latine, longtemps considérés comme des bastions de la croissance démographique, connaissent des baisses spectaculaires. Au Brésil et au Chili, la fécondité a chuté de plus de 6 enfants par femme dans les années 1960, à moins de 2 aujourd'hui. Ce changement s'explique par l'urbanisation rapide, l'accès accru à l'éducation et à la contraception, et l'évolution des aspirations individuelles, notamment chez les femmes. L'ancienne division entre pays jeunes et vieux s'estompe progressivement. De plus en plus de sociétés font face simultanément à des défis liés à la jeunesse, comme l'éducation et l'emploi, et au vieillissement, avec la prise en charge des seniors. Cette convergence crée de nouveaux enjeux pour la cohésion sociale et la solidarité intergénérationnelle. À mesure que les nations se développent, une baisse de la natalité semble inévitable. L'industrialisation, l'éducation des femmes, l'accès à la santé reproductive et la transformation des valeurs familiales contribuent à cette tendance. Même dans des pays en développement, la transition démographique s'accélère, bouleversant les prévisions de croissance de la population mondiale. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des pays où le taux de fécondité est inférieur au seuil de renouvellement. Cela signifie que, sans immigration, ces populations sont vouées à diminuer à long terme, avec des conséquences profondes
sur l'économie, la culture et la géopolitique. La question n'est plus de savoir si la plupart des pays connaîtront un déclin démographique, mais plutôt quand ce basculement se produira et comment chaque société s'y préparera. L'avenir démographique du monde converge, mais les réponses politiques, économiques et culturelles restent profondément diverses. Les choix faits aujourd'hui façonneront la société de demain. L'argent est une force puissante qui façonne nos choix de vie, et nulle part cela n'est plus évident que dans la décision d'avoir un enfant. Aujourd'hui, le coût de la parentalité est devenu un facteur déterminant, pesant lourdement sur les épaules des familles du monde entier. Derrière la baisse des taux de natalité, on retrouve une réalité économique implacable. Les statistiques révèlent une tendance mondiale. Dans de nombreux pays, le nombre de naissances chute année après année, en particulier dans les zones urbaines où la vie est la plus chère. Élever un enfant aujourd'hui signifie faire face à des coûts de logement, de garde d'enfants et d'éducation qui montent en flèche, surtout dans les grandes villes où les loyers sont exorbitants et l'espace limité. Beaucoup de familles se retrouvent à vivre dans des appartements trop petits, repoussant l'idée d'agrandir la famille, faute de place ou de moyens. De nombreux jeunes couples doivent choisir entre la stabilité financière et fonder une famille. Pour certains, il s'agit de retarder la naissance du premier enfant. Pour d'autres, de renoncer complètement à l'idée d'en avoir plusieurs. Les dettes étudiantes, les crédits immobiliers et la précarité de l'emploi rendent ces choix encore plus difficiles. La garde d'enfants à elle seule peut coûter autant qu'un deuxième salaire, faisant de la parentalité une décision économique difficile. Dans certains pays, le coût mensuel d'une crèche dépasse même le loyer moyen. Cela force parfois un parent, souvent la mère, à quitter le marché du travail, ce qui a des conséquences à long terme sur la carrière et la sécurité financière de la famille. Même dans les pays où la garde d'enfants est subventionnée, la tendance est à la baisse. Les politiques publiques, bien qu'utiles, ne suffisent pas toujours à compenser l'ensemble des coûts. En Scandinavie, par exemple, malgré des systèmes de soutien généreux, le taux de natalité continue de diminuer, signe que d'autres facteurs économiques et sociaux entrent en jeu. La pression d'investir dans l'avenir d'un enfant, école privée, tutorat, activités parascolaires, peut faire paraître impossible d'avoir plus d'un enfant. Beaucoup de parents ressentent l'obligation de donner à leur enfant toutes les chances de réussir, ce qui se traduit par des dépenses supplémentaires en éducation et loisirs, souvent perçues comme indispensables dans un monde compétitif. L'insécurité de l'emploi et l'économie des petits boulots ajoutent à l'incertitude, poussant beaucoup à retarder ou à renoncer à la parentalité. Les contrats précaires, l'absence de congés parentaux garantis et la peur de perdre son emploi en cas de grossesse sont des réalités pour de nombreux jeunes adultes qui préfèrent attendre des jours meilleurs avant de fonder une famille. Le rêve d'une vie meilleure pour les enfants conduit maintenant beaucoup à en avoir moins, ou pas du tout. Pour certains, il s'agit d'offrir le meilleur à un enfant unique. Pour d'autres, la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins d'une famille plus nombreuse l'emporte sur le désir d'agrandir la famille. Pour beaucoup, les chiffres ne s'additionnent tout simplement pas. Les calculs sont implacables. Entre le coût de la vie, l'éducation, la garde d'enfants et l'incertitude économique, la parentalité devient un luxe que certains ne peuvent plus se permettre. L'augmentation spectaculaire de l'accès des femmes à l'éducation, partout dans le monde, est considérée par de nombreux experts comme le facteur le plus déterminant dans la baisse des taux de natalité. Autrefois, dans de nombreuses sociétés, les femmes étaient limitées à des rôles domestiques, mais aujourd'hui, elles poursuivent des études supérieures dans des domaines variés, des sciences à la médecine, en passant par l'ingénierie et les arts. Par exemple, dans des pays comme la Corée du Sud ou l'Italie, plus de 70% des jeunes femmes obtiennent un diplôme universitaire, ce qui repousse l'âge du premier enfant et modifie profondément les trajectoires de vie. À mesure que les femmes accèdent à l'éducation et à des carrières, elles gagnent en autonomie financière et en confiance en elles.
Cette indépendance leur permet de faire des choix de vie qui étaient autrefois inaccessibles. Par exemple, de plus en plus de femmes choisissent de voyager, de créer leur propre entreprise ou de s'investir dans des causes sociales avant de penser à fonder une famille. Les carrières dans des secteurs exigeants, comme la médecine ou le droit, nécessitent souvent des années d'études et de formation, ce qui repousse d'autant la possibilité d'avoir des enfants. Cependant, ces années de construction de carrière coïncident souvent avec la période de fécondité maximale. Cela force de nombreuses femmes à faire des choix difficiles, parfois douloureux. Certaines tentent de concilier les deux, jonglant entre réunions et rendez-vous médicaux, tandis que d'autres choisissent de privilégier leur carrière, au moins temporairement. Les pressions sociales et familiales persistent, mais la réalité du marché du travail et la compétition professionnelle rendent ces décisions encore plus complexes. De nombreuses femmes choisissent de retarder, voire de renoncer à la maternité, pour éviter des interruptions de carrière qui pourraient freiner leur progression ou réduire leurs revenus. Dans les professions exigeantes, comme la finance, la recherche scientifique ou la haute administration, une pause pour maternité peut signifier perdre un poste clé ou manquer une promotion. Certaines entreprises commencent à proposer des politiques de congé parental plus flexibles, mais ces mesures restent inégalement réparties selon les pays et les secteurs. L'urbanisation joue également un rôle majeur. La vie urbaine offre de nombreuses opportunités professionnelles et culturelles, mais elle s'accompagne aussi de coûts élevés, notamment pour le logement, la garde d'enfants et l'éducation. Dans les grandes villes, l'espace est limité, les rythmes de vie sont rapides, et la culture tend à valoriser l'individualisme et la réussite personnelle. Tout cela contribue à rendre la parentalité plus difficile à envisager pour de nombreux jeunes adultes. L'accès généralisé à la contraception moderne a transformé la parentalité en un choix conscient et non plus en une fatalité. Les femmes et les couples peuvent désormais planifier le moment où ils souhaitent avoir des enfants ou décider de ne pas en avoir du tout. Cette maîtrise de la fécondité a permis à chacun de mieux organiser sa vie selon ses aspirations personnelles et professionnelles. Les valeurs sociales ont également évolué. Le mariage et la parentalité ne sont plus considérés comme les seules voies vers l'épanouissement. De plus en plus de personnes choisissent de vivre en couple sans enfants, de privilégier l'amitié ou de s'engager dans des causes collectives. Les modèles familiaux se diversifient et la pression sociale à avoir des enfants diminue, surtout dans les sociétés occidentales et urbaines. Aujourd'hui, choisir une vie sans enfants est non seulement accepté, mais devient de plus en plus courant. Pour beaucoup, cela signifie plus de liberté, de temps pour soi et la possibilité de poursuivre des passions ou des projets personnels. Cette tendance, autrefois marginale, façonne désormais les sociétés modernes et contribue à la baisse globale de la natalité. Le phénomène le plus frappant lié à la baisse des taux de natalité est sans doute le vieillissement accéléré des populations à l'échelle mondiale. Autrefois, les sociétés étaient structurées autour de familles nombreuses et d'une forte proportion de jeunes. Aujourd'hui, cette dynamique s'inverse progressivement. Avec moins de naissances et une espérance de vie en constante augmentation grâce aux progrès médicaux, l'âge moyen de la population grimpe. Les pyramides des âges, autrefois larges à la base, deviennent des colonnes étroites, voire des pyramides inversées dans certains pays. Cela signifie qu'il y a désormais autant, voire plus, de personnes âgées que de jeunes. Le Japon illustre parfaitement cette tendance. Près d'un tiers de sa population a plus de 65 ans, un record mondial. Ce vieillissement rapide a des conséquences profondes. Écoles qui ferment faute d'enfants, quartiers entiers peuplés presque exclusivement de personnes âgées et une demande croissante de services adaptés. Cette transformation démographique entraîne une diminution de la population active. Moins de jeunes entrent sur le marché du travail, ce qui ralentit la croissance économique et provoque des pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs clés comme l'industrie, la santé ou l'agriculture. Certaines entreprises peinent à recruter, menaçant leur survie. Les systèmes de santé sont particulièrement sollicités.
Le poids des maladies chroniques, comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires, augmente avec l'âge. Les hôpitaux et les maisons de retraite doivent s'adapter à une demande croissante de soins de longue durée, ce qui met à l'épreuve les budgets publics et le personnel médical. Dans les zones rurales, le déclin démographique est encore plus marqué. Les jeunes partent vers les villes, laissant derrière eux des villages qui se vident. Les écoles ferment, les commerces disparaissent, et certains territoires deviennent de véritables villages fantômes. Le tissu social s'effrite à mesure que les communautés perdent leur jeune génération. Les associations ferment, les événements locaux se raréfient. Et l'isolement des personnes âgées s'accentue, fragilisant la cohésion sociale. Les bruits joyeux des terrains de jeu s'estompent, remplacés par le silence. Dans certaines villes, il n'est pas rare de voir des parcs autrefois animés désormais déserts, symbole d'une jeunesse en déclin. Face à cette nouvelle réalité, de nombreux pays expérimentent des solutions innovantes. Robots assistants pour les personnes âgées, politiques d'immigration pour rajeunir la population, ou encore incitation à la natalité. Mais le défi reste immense, car il s'agit de repenser en profondeur l'organisation de nos sociétés pour s'adapter à un monde où les seniors sont de plus en plus nombreux. La crise des retraites représente aujourd'hui l'un des défis les plus pressants du déclin démographique mondial. Alors que la population vieillit rapidement, la question de savoir qui financera la prise en charge de nos aînés devient de plus en plus complexe et urgente. La plupart des systèmes de retraite dans le monde fonctionnent selon un principe de répartition. Les cotisations des travailleurs actifs servent à payer les pensions des retraités actuels. Ce modèle, mis en place à une époque où la population était jeune et en croissance, est aujourd'hui mis à rude épreuve. À mesure que le ratio entre travailleurs et retraités diminue, la viabilité de ce système est remise en question. Dans les années 1960, on comptait environ 5 travailleurs pour chaque retraité, ce qui permettait de répartir la charge financière sur une large base. Aujourd'hui, dans de nombreux pays développés comme l'Allemagne, le Japon ou l'Italie, ce ratio est tombé à 2 pour 1, voire moins. Selon les projections, certains pays pourraient bientôt atteindre un ratio d'1 pour 1, où chaque actif devra soutenir un retraité. Face à cette réalité, les gouvernements sont confrontés à des choix difficiles et souvent impopulaires. Parmi les options envisagées, augmenter les impôts pour financer les retraites, réduire le montant des prestations versées, ou encore repousser l'âge légal de départ à la retraite. Chacune de ces mesures suscite de vifs débats et des protestations, tant elles touchent à des acquis sociaux fondamentaux. Les réformes des retraites provoquent régulièrement des manifestations massives, notamment en France ou en Espagne, où les seniors descendent dans la rue pour défendre leurs droits. Les gouvernements doivent composer avec la pression de groupes d'électeurs âgés, souvent très mobilisés et influents lors des scrutins. De l'autre côté, les jeunes générations se sentent de plus en plus lésées. Elles sont appelées à cotiser davantage, à travailler plus longtemps, tout en sachant que leurs propres retraites seront probablement moins généreuses. Ce sentiment d'injustice alimente le ressentiment et accentue les tensions entre générations, parfois au sein même des familles. La promesse implicite du progrès social, celle que chaque génération vivra mieux que la précédente, semble vaciller. Pour beaucoup, l'avenir paraît incertain, avec la crainte de devoir supporter une charge financière croissante sans garantie de retour équitable. Mais la crise des retraites ne se limite pas à une question de chiffres ou de budget. Elle met à l'épreuve la confiance sociale et la solidarité intergénérationnelle. Dans certains pays nordiques, des initiatives locales favorisent le dialogue et la coopération entre jeunes et aînés, cherchant à renforcer le tissu social malgré les tensions économiques. La manière dont chaque société répondra à ce défi façonnera profondément son avenir. Des villes comme Tokyo ou Milan expérimentent déjà de nouveaux modèles de cohabitation et d'entraide, tandis que d'autres cherchent à attirer des travailleurs immigrés pour compenser le déficit démographique. Les enjeux sont immenses. Il s'agit non seulement de garantir la dignité de nos aînés,
mais aussi de préserver la cohésion de nos sociétés face à un bouleversement démographique sans précédent. Face à la baisse persistante des taux de natalité à travers le monde, une question cruciale se pose. Comment les sociétés peuvent-elles et doivent-elles réagir à ce bouleversement démographique? 3 grandes stratégies se dessinent, chacune avec ses propres avantages, défis et implications profondes pour l'avenir. La première approche est le pronatalisme. Il s'agit de politiques publiques visant à encourager les citoyens à avoir plus d'enfants. Cela peut inclure des congés parentaux généreux, des allocations familiales, des subventions pour la garde d'enfants ou encore des avantages fiscaux pour les familles nombreuses. Par exemple, la France et la Suède ont mis en place des systèmes de soutien familial robustes avec des résultats partiellement positifs sur la natalité. Cependant, même dans ces pays, il est rare que la fécondité atteigne le niveau de remplacement, c'est-à-dire environ 2,1 enfants par femme. Ces politiques sont souvent coûteuses pour l'État et leur efficacité varie selon les contextes culturels et économiques. De plus, elles ne suffisent généralement pas à inverser la tendance à long terme. Malgré les efforts, la plupart des pays n'arrivent pas à restaurer la fécondité au niveau de remplacement, ce qui entraîne un vieillissement progressif de la population. La deuxième stratégie est l'immigration. De nombreux pays choisissent d'accueillir des travailleurs étrangers pour compenser la baisse de la population active et maintenir la croissance économique. L'immigration peut aider à équilibrer les structures d'âge, à soutenir les systèmes de retraite et à répondre aux besoins du marché du travail. L'Allemagne, par exemple, a largement ouvert ses portes aux migrants pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Cependant, cette solution soulève des questions complexes d'intégration, d'identité nationale et de cohésion sociale. Les débats sur l'immigration sont souvent vifs, reflétant des inquiétudes sur la capacité des sociétés à accueillir et intégrer de nouveaux arrivants. La troisième option est l'acceptation. S'adapter à une population plus âgée et moins nombreuse. Cela implique d'investir massivement dans l'automatisation, de repenser l'urbanisme pour des villes adaptées aux seniors et de transformer les modèles économiques traditionnels. Par exemple, le Japon, confronté à un vieillissement rapide, mise sur la robotique et l'innovation technologique pour compenser la pénurie de main-d'œuvre et améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Chaque voie comporte des compromis majeurs. Le pronatalisme peut être perçu comme intrusif ou inefficace, l'immigration peut provoquer des tensions sociales, et l'acceptation nécessite une transformation profonde des mentalités et des infrastructures. Il n'existe pas de solution simple ou universelle. Les choix dépendent des valeurs, des priorités et des réalités propres à chaque pays. Le débat est donc particulièrement animé, tant au niveau politique que dans la société civile. Ce qui fonctionne dans un pays peut échouer dans un autre. Les réponses à la crise démographique varient selon les contextes culturels, économiques et historiques. Une chose est certaine, le monde de demain sera radicalement différent de celui d'aujourd'hui. Les sociétés devront faire preuve d'innovation et d'adaptabilité pour relever ces défis inédits. Le véritable enjeu sera de gérer cette transition avec sagesse, solidarité et humanité, en veillant à ne laisser personne de côté. L'avenir dépendra des choix collectifs que nous faisons aujourd'hui. Des choix qui façonneront la société pour les générations à venir. Le déclin mondial du taux de natalité n'est pas une simple crise démographique, c'est une transformation profonde de nos sociétés qui touche chaque aspect de notre vie quotidienne, de l'économie à la culture, en passant par la structure même de nos familles. Cette évolution s'observe sur tous les continents, des mégapoles asiatiques aux villages européens, et elle soulève des questions fondamentales sur notre avenir collectif. Cette baisse de la natalité est enracinée dans nos plus grandes réalisations. L'allongement de l'espérance de vie grâce aux progrès médicaux, l'accès généralisé à l'éducation, en particulier pour les filles, et l'émancipation des femmes qui peuvent désormais choisir leur parcours de vie. Par exemple, dans de nombreux pays,
les femmes poursuivent des carrières, retardent la maternité ou choisissent d'avoir moins d'enfants, ce qui reflète une liberté nouvelle et précieuse. Le but n'est pas de forcer les naissances, ni de revenir en arrière, mais de soutenir activement ceux qui souhaitent fonder une famille. Cela implique de rendre la parentalité compatible avec la vie professionnelle, d'offrir des services de garde abordables et de garantir un accès équitable à la santé reproductive. Par exemple, certains pays nordiques proposent des congés parentaux généreux et des crèches subventionnées, ce qui aide les familles à concilier travail et vie privée. Pour avancer, nous avons besoin d'un débat honnête, ouvert et informé, éclairé par des faits, des données démographiques précises et les expériences vécues par les familles. Il est essentiel d'écouter la diversité des points de vue, jeunes adultes, personnes âgées, parents, mais aussi ceux qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. Ce dialogue doit guider les politiques publiques et les initiatives communautaires. La question de la natalité concerne tout le monde. Elle façonne l'avenir de nos familles, de nos économies, qui devront s'adapter à une population vieillissante, et de nos communautés, qui devront rester solidaires et inclusives. Par exemple, certaines entreprises innovent en proposant des horaires flexibles ou du télétravail pour soutenir les parents. Les choix que nous faisons aujourd'hui, en matière d'éducation, de politique familiale, d'environnement, résonneront pendant des générations. Chaque décision, qu'elle soit individuelle ou collective, contribue à façonner le monde que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants. L'histoire du taux de natalité est, en réalité, l'histoire de nos priorités futures. Elle reflète ce que nous valorisons: la qualité de vie, l'égalité des chances, la solidarité entre générations. C'est un miroir de nos espoirs et de nos défis. Ce n'est qu'en affrontant cette réalité avec lucidité, en s'appuyant sur la science, l'expérience et la coopération, que nous pourrons construire un monde durable, humain et solidaire pour les générations à venir. Ensemble, nous avons le pouvoir d'agir, de choisir et d'inventer l'avenir. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.